Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors voilà bien une pratique qui fut longtemps considérée comme hors nature. Certains même la considéraient perverse, obscène, que sais-je encore. Pourtant je suis sûre que, connaissant la curiosité sexuelle des humains, elle était déjà pratiquée à l'époque des cavernes. Eh bien c'est en compagnie de Philippe Arlin que nous allons parler aujourd'hui de la sodomie. Alors d'un côté elle est souvent un peu trop banalisée par les films pornographiques, mais c'est quand même pas aussi simple qu'une pénétration vaginale, et on en parlera dans un instant avec Philippe Arlin. Et de l'autre côté, elle est encore considérée comme peut-être sale, et là aussi on pourra donner quelques conseils d'hygiène. Les hommes, en tout cas, aiment la sodomie pour des raisons différentes. Alors certains, c'est parce qu'ils ont l'impression de dominer, ou en tout cas de posséder leur partenaire par les deux bouts, enfin si on peut dire. D'autres aiment le côté un peu plus serré du rectum, mais évidemment, ce qu'ils ont vu dans les films porno joue un rôle important. Alors quant aux femmes, si certaines craignent cette pratique, d'autres en jouissent. Donc je crois qu'il est vraiment important de laisser à chacun son choix, et à chacune évidemment. En tout cas, c'est toujours complexe, comme vous l'avez vu et comme vous le savez, en ce qui concerne la sexualité. Il faut faire du cas par cas, et c'est ce qu'on va faire avec vous, bien sûr. Vous pouvez venir poser vos questions, vous pouvez venir témoigner. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Philippe Arlin. Bonjour Brigitte. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent là tout de suite sur cette pratique? C'est un petit clin d'œil déjà entre nous, mais ça reste entre nous. Oui, c'est un clin d'œil entre nous, mais ça, on en parlera éventuellement plus tard. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il y a plein de choses à apprendre sur le sujet pour le rendre à la fois moins tabou, plus accessible et peut-être moins obsessionnel. Parce que on remarque bien que chez certains, c'est l'objet d'une fixation, et c'est un peu dommage. Peut-être qu'on pourrait donner des clés pour éviter de se fixer uniquement là-dessus. Et en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est de la rendre bien plus démocratique, c'est-à-dire la rendre bien plus accessible à travers quelques conseils qui pourront aider aussi bien les hommes que les femmes, puisqu'on l'a déjà entendu dans des émissions, certains hommes pratiquent aussi avec leurs femmes ce type de pratique. Et donc, il est important que ça se fasse dans les meilleures conditions pour y prendre beaucoup de plaisir. Alors quand vous dites pour certains c'est un petit peu obsessionnel, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne pensent qu'à ça, et pour peu que leur partenaire ne veuille pas, ça peut être une raison de consultation un peu difficile à résoudre. C'est ça, ils font un peu une fixette là-dessus, ils ont leur impression qu'on leur refuse... que la femme, en refusant ça, se refuse complètement à eux, et que s'ils avaient ça, ils auraient le Graal pour faire simple. Donc, j'ai aussi envie qu'on désacralise un petit peu. Ça n'est pas le Graal, ou en tout cas pas la définition qu'on a pu en lire dans les livres d'histoire. Ça peut être une pratique extrêmement intéressante, mais comme toutes les pratiques sexuelles, elle doit pouvoir s'inscrire dans une variété, dans une diversité, et c'est comme ça que le plaisir sera maintenu. Bien sûr. Ce que j'ai constaté souvent, c'est que l'homme a envie de pratiquer la sodomie avec sa compagne, et puis une fois que c'est fait, finalement, il revient assez naturellement à la pénétration vaginale, et il oublie un peu la sodomie. Est-ce que vous constatez ça aussi? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai un peu entendu depuis pas mal d'années. C'est vraiment ça. Il y a un peu un mythe. Et c'est cette espèce de chose incroyable. On a l'impression que quand on va l'avoir, on aura tout. Et il faut passer par là, absolument. Voilà, comme si c'était la porte d'entrée du paradis. Et une fois qu'on l'a, alors je dirais pas qu'ils en reviennent, mais beaucoup effectivement retrouvent un rapport plus équilibré, et la sodomie prend sa place comme un plaisir qu'ils aiment partager, mais qui n'est pas essentiel, ou en tout cas pas autant qu'avant de l'avoir pratiqué. Et il faut rappeler, parce que c'est vrai, il y a des femmes qui jouissent grâce à cette pratique, qui jouissent même parfois uniquement lors des sodomies. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est comme si c'était presque anormal, comme s'il y avait quelque chose d'un peu encore tabou. Mais je pense qu'on veut toujours rationaliser. Et on veut évidemment rationaliser les sensations de l'être humain. Alors il y a dans le plaisir des choses qu'on peut expliquer, parce que oui, il y a des zones qui ont des terminaisons nerveuses et qui permettent de prendre du plaisir. Ça nous semble rationnel, mais il faut bien savoir que le plaisir, il passe par plein d'autres chemins. Le plaisir, il est avant tout dans notre cerveau, dans les représentations qu'on va se faire
dans ce qu'on va investir dans la sensation ressentie. Et donc oui, on peut jouir quand on est une femme pleinement de l'anus, même s'il n'y a pas clairement de point précis, ça n'a pas d'importance, le plaisir peut vraiment être au rendez-vous. Voilà, c'est important de le rappeler pour celles qui nous écoutent. Ensuite, vous avez parlé d'hygiène. Oui, il y a quand même des notions d'hygiène à donner déjà. Alors bien sûr, il y a des notions d'hygiène, mais qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on pourrait imaginer. Il ne s'agit pas d'aller, alors je le dis avec humour évidemment, d'aller nettoyer l'intestin. Je crois qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de sodomie, bien comprendre le principe du double rectum à l'entrée. Il y a différentes choses à comprendre, mais une fois qu'on a compris ça, on peut aussi comprendre comment on peut, par une simple, alors pas toilette extérieure, mais toilette interne légère, on peut avoir tout à fait une hygiène satisfaisante pendant le rapport. Et toujours de rappeler qu'on ne fait pas une pénétration vaginale après une pénétration anale sans avoir lavé la verge, ou alors on met un préservatif. Que ça soit avec le doigt ou avec la verge, on passe pas d'un trou à l'autre. Voilà, ça c'est important quand même surtout pas de l'anus au vagin. En tout cas, voilà. Ça peut éventuellement être du vagin vers l'anus, mais surtout pas risquer de ramener quelque chose au niveau du vagin provenant de l'anus. Voilà. Et puis le vrai grand problème, et je pense qu'on aura certainement des femmes qui vont appeler à ce sujet-là, c'est une petite expérience qui a été très douloureuse et puis après c'est niette, alors qu'on peut réhabiliter, si je puis dire, cette zone. Alors, à part gros problèmes de santé tels que fistules, fissures anales et hémorroïdes très douloureuses, la sodomie est quelque chose qui, quand elle est faite correctement, ne fait pas mal. Mais je dis bien quand elle est faite correctement, et je pense qu'il faudra vraiment prendre le temps d'expliquer comment on peut préparer le corps à s'ouvrir et non pas le forcer à s'ouvrir. Oui, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est la femme qui doit donner en tout cas celui ou celle qui est pénétré, qui doit donner le tempo et pas l'autre qui doit s'enfoncer le plus vite possible. Voilà. Parce que c'est ça qui crée la douleur. Exactement. Et puis c'est presque l'inverse que lors d'une pénétration vaginale pour la femme, c'est-à-dire qu'elle doit plutôt, elle doit plutôt détendre et c'est en poussant qu'elle va détendre et non pas en essayant d'avaler quoi. Si je peux, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'important avant de faire une petite pause et de donner la parole à Pamela qui nous a déjà rejoint? Eh bien, de comprendre qu'il y a vraiment, si on a fait le tour de ce qu'on vient de dire, et on va prendre le temps de le faire, il n'y a aucune raison que la sodomie ne fasse pas partie des pratiques sexuelles, parce que, encore une fois, ce qui va faire que on aille plus à un endroit qu'à un autre, c'est vraiment un choix et donc il n'y a pas de raison de faire de la sodomie une pratique hors norme ou difficile et il n'y a pas de raison qu'elle soit taboue. Après, encore une fois, il n'y a pas de raison non plus de se focaliser dessus, on va essayer de la remettre à sa place mais de l'accueillir dans la place qui est la sienne. En même temps, quand on regarde les enquêtes, finalement, elle est assez peu pratiquée. Hein. Le nombre de gens qui pratiquent la sodomie de manière, on va dire, occasionnelle même, hein, c'est moins de 25%, je crois. C'est ça. Et même en milieu homosexuel masculin, là où on parle que de ça et on croit que c'est omniprésent, ça n'est pas une pratique systématique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, je crois que là, on est que sur 60-70% d'hommes qui, entre eux, vont la pratiquer. Donc, il y a beaucoup d'images qui collent à cette pratique, et qu'il faut prendre le temps de revisiter. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. On fait une petite pause et on retrouve Pamela dans un instant. Nous sommes en compagnie de Philippe Arlin aujourd'hui, sexothérapeute, auteur de différents livres également, notamment Libérez votre désir aux éditions de La Musardine en poche. Et aujourd'hui, on évoque la sodomie avec Pamela d'ailleurs, qui va commencer avec nous. Bonjour Pamela. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Pamela.
Donc moi, mon expérience avec la sodomie, en fait, j'ai essayé il y a plusieurs années, ça s'est hyper mal passé et depuis j'avais arrêté totalement. Chaque fois qu'on me proposait, c'était un non et il n'était pas question de discuter. Et depuis que je suis avec mon compagnon actuel, il m'avait parlé de sodomie en me disant que c'est une pratique qu'il appréciait beaucoup. Et donc par amour, j'ai recommencé avec lui. Et c'est vrai que j'éprouve beaucoup de plaisir. J'arrive même à jouir avec la sodomie, oui. Sans comprendre pourquoi, je comprends pas en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ma question, c'est lui, son rêve, c'est qu'il puisse me sodomiser quand il veut, quand il veut en fait. Alors que moi, j'aime ça, mais faut que je me sente vraiment prête, faut que je me sente détendue. Et je sais qu'il y a parfois quand j'utilise un vibromasseur, là j'y arrive très facilement. Alors que quand il n'y a pas tout ça, j'ai tellement peur en fait d'avoir mal et de le décevoir qu'en fait je me bloque. Et j'aimerais avoir un peu d'aide par rapport à ça pour qu'on puisse faire cette pratique un peu quand on veut, quoi. Oui, alors c'est sûr que si vous avez peur d'avoir mal, vous êtes un petit peu tendu et forcément c'est plus compliqué. Maintenant, moi je crois qu'il faut quand même rappeler que c'est pas totalement naturel d'être pénétré par l'anus. L'anus ne lubrifie pas, même si on est très excité. Donc c'est un peu normal qu'il faille quand même un petit peu de de préparation, pardon. Et je crois que c'est ça aussi qu'il devrait entendre. Je pense, Philippe Arlinx, que le compagnon de Pamela, il a un peu trop vu les films porno. Je pense que là, il y a une limite. Je le disais tout à l'heure en introduction, je pense que la sodomie, ça peut être quelque chose de facile, de bienvenu, mais ça peut pas être quelque chose qui se fait comme ça, comme une pénétration vaginale. Ça doit garder un côté exceptionnel et je pense qu'on en jouit d'autant plus que ça a quelque chose d'exceptionnel. C'est cette étape de plus, cette chose en plus que l'on donne à son partenaire et je crois que c'est important, cette volonté qu'il a de vouloir pouvoir le faire n'importe quand. Moi, je trouve que ça va pas dans le bon sens et déjà on peut pas d'un point de vue hygiène, vous pouvez faire le pari que vous voulez, mais il y a toujours quand même un risque que ça soit pas impeccable si on ne s'est pas préparé. Naturellement, comme le dit Brigitte, c'est pas une zone qui va être lubrifiée naturellement. Alors après, que ça soit une pratique qu'il aime amener régulièrement, c'est possible, mais il faut que lui fasse très très attention dans sa manière de l'amener, de façon à ce que de votre côté, ça ne génère pas un blocage. Oui, je pense que c'est peut-être la manière dont il l'amène, où je me sens en fait un peu obligée. Un peu utilisé, oui. Oui, c'est pas sur la distance. Il y a un moment où ça va peut-être même vous poser un problème parce que c'est une question de respect. On peut comprendre qu'il adore ça et que vous soyez prête. Et d'ailleurs, vous avez fait un sacré chemin puisque vous aviez des expériences douloureuses et aujourd'hui, vous arrivez à jouir de cette manière. Donc, on voit bien que le chemin a été fait. Mais il faut pas non plus que ça soit au détriment de vos envies et de votre capacité à être prête à être sodomisée. Donc, et ça, je pense qu'il faut vraiment lui faire entendre. Parce que... Oui, allez-y. Ça ne doit pas être banalisé. Oui, c'est ça en fait que je crains. On en a déjà discuté. Il m'a dit, écoute, si t'as mal, on arrête tout de suite et j'aurai aucune frustration. Mais mais j'aime cette pratique et en fait juste le fait de me dire tout ça, moi ça me met une pression. Ouais. Oui, parce que on a quand même l'impression que ça devient la pratique prioritaire numéro 1 et que ok, si vous avez mal, il y aura pas et c'est pas grave, mais quand même si vous pouviez ne pas avoir mal, ça serait bien. Oui, bien sûr, oui. Donc de toute façon, Pamela, vous avez compris, vous, comment vous devez vous mettre en position et qu'est-ce que vous devez faire pour justement que ça rentre sans que ça vous fasse mal. Oui. Déjà, je connais la bonne position et parfois je me mets un doigt pour voir si c'est bien ouvert ou pas. Absolument. Et quand je sens que c'est bien ouvert, je dis c'est bon, tu peux.
Et c'est à vous de vraiment dans cette pratique-là, c'est vraiment à vous de donner le feu vert. Je pense que c'est son côté dominant en fait, où ou presque il veut pas que ce soit moi qui décide. Oui, ou tout simplement, il peut avoir vu une image quand il était ado et qu'il a particulièrement excité ou marqué, et puis ça reste quelque chose de cognitivement très fort dans son imaginaire érotique. Vous savez, c'est très compliqué de savoir pourquoi on est attiré par telle ou telle pratique. C'est souvent des choses dont on n'a même pas idée. Hein. Je pense. Parce que s'il était très dominant, je pense pas qu'il vous aurait dit aussi facilement si tu as mal, on arrête tout de suite, voyez. D'accord, oui. Mais il doit entendre, et puis écoutez, un jour où il s'y attend pas, mettez-lui un doigt et il comprendra que c'est pas forcément si facile que ça. Non, mais c'est pas que de l'humour. Je trouve que c'est important que nous, les hommes, qui sommes toujours là à revendiquer la sodomie, à se plaindre parce qu'on n'y a pas le droit assez souvent, qu'on fasse un petit tour dans notre anatomie pour comprendre ce que les femmes nous donnent. Et à quel point, il faut s'y préparer. Donc, même s'il veut être dominant, c'est bien, mais il peut être dominant sans faire mal. Et tant que, il faut aussi que vous gardiez la main. C'est votre corps et qu'il ait envie de jouer avec. Il peut jouer les dominants tout en respectant complètement votre consentement. Et c'est ça qui est important, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Et ça passe certainement pas par une banalisation de la sodomie. Oui, je pense que c'est ça en fait, c'est la banalisation. Je pense que c'est le terme qui me dérange. Oui, il faut que ce soit un petit cadeau que vous lui faites de temps en temps. Exactement, oui. Et ça n'en aura d'ailleurs que plus de valeur excitatoire si c'est de temps en temps. Parce que ce qui est fait tout le temps, finalement, perd un peu de sa saveur. C'est toujours la même histoire. Oui, tout à fait. Oui, je vais. Oui. J'ai compris maintenant. Elle est dans ce sens. Et puis même pour vous, puisque vous arrivez à jouir de cette manière-là, plus ce sera de temps en temps, plus vous aurez sans doute une jouissance forte. Et c'est normal que vous puissiez jouir de cette manière-là, parce que toute cette zone, de toute façon, est connectée, si je peux utiliser un mot très à la mode. Ah, c'est pour ça que j'ai du plaisir, en fait. Parce Absolument. que tout est connecté. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, quand on regarde un dessin anatomique de la femme, on voit bien qu'il n'y a pas une grande distance entre le clitoris, l'anus, le point G, le vagin, tout ça est très... et puis il y a tous les muscles coxogéniens, merci. Voilà. Donc tout ça est tout à fait logique, il n'y a pas de problème. D'accord. J'ai droit à une dernière question, s'il vous plaît, tant qu'on est dans l'anus. Mais absolument, Pamela. Pendant qu'on est dedans, allons-y. C'est ça. Comment on fait pour toucher le point P de l'homme? Oui. Alors, allez-y, Philippe, oui. Ouais. Le point P de l'homme, il est placé, donc il faut savoir qu'au niveau de l'anus est un double rectum, il y a donc un double passage. Il y a d'abord très exactement ce que nous on appelle l'anus ou le trou de balle, enfin ce qui est extérieur. Puis quand on rentre à 1 cm à peu près vers l'intérieur, il y a un deuxième passage qui est un peu douloureux, qui est le sphincter anal, qui est difficile. Et juste derrière, au bout du doigt, si vous pliez un index, vous le mettez, si votre partenaire est sur le dos, ça sera vers le haut. Vous allez sentir un léger renflement, donc vous appuyez sur la paroi intestinale et vous sentirez qu'il y a une légère bosse dessous. Et cette bosse, normalement, c'est la prostate. Et donc vous pouvez caresser ce point-là. Alors c'est pas forcément agréable parce qu'on y touche. Faut pas croire là aussi, la prostate, c'est pas parce qu'elle peut être sensible qu'elle l'est à chaque fois qu'on la touche, mais en tout cas, elle est là quand on rentre le doigt à l'intérieur, en haut. Si d'accord, à 1 centimètre. Oui, à 2 cm. Le bout de votre doigt, vous prenez votre index, par exemple, ou votre majeur, et au bout de votre majeur, en position détendue, vous pouvez toucher cette partie. D'accord. Très Après, bien. s'il est sur le ventre, vous mettez le doigt vers le bas, tout simplement. D'accord. Très bien. Je ferai ça.
Eh ben merci Pamela, merci Merci de à vous deux. et je crois qu'on a bien commencé cette émission sur un sujet qui est pas toujours si simple à aborder, mais Pamela est très à l'aise et ça fait du bien d'entendre ça. On fait une petite pause et nous retrouvons notre Sexy News Philippe Hoffman qui va nous parler des selfies des ados. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons Philippe Hoffman, notre Sexy News du mercredi, qui va nous parler des ados et tout particulièrement des selfies. Eh oui, ils sont pas en reste, les ados. Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Bonjour Ouais. Philippe. Oui, ils sont pas en reste pour les selfies. Bon, vous savez que c'est une histoire qui est relativement récente, enfin pour nous en tout cas. C'est apparu avec le premier iPhone photo en 2007. Et après, il y a eu tous les réseaux de partage qu'on connaît et ça n'a pas cessé de se répandre. En fait, maintenant, tout le monde se selfie, la famille, le président, le pape lui-même. Mais c'est surtout, bien sûr, les ados qui usent et abusent de leur portrait numérique. Pourtant, ils détestent qu'on les observe, mais comme ils sont ambivalents, ils se prêtent sans souci à ce jeu du Big Brother. Ils se selfient avec délice, ils arrangent la photo et ils la diffusent. Ils font les comiques avec des grimaces ou alors des masques. Ils se prennent face à des monuments, des œuvres artistiques, surtout des célébrités s'ils en croisent. Enfin, ils montrent qu'ils sont là à un moment précis et exceptionnel et que c'est bien leur tête à eux. En fait, ils veulent exister, même dans leur quotidien. Des fois, ils prennent en photo le petit déjeuner, leur cornflakes, pour mêler leur vie à l'ensemble de ceux qui les regardent. Mais en fait, avec la métamorphose qu'ils vivent, ils changent de corps, de tête, ils sont jamais sûrs d'être suffisamment bien, beaux. Ils sont angoissés quand même un peu et un peu accros par leur image. Donc, ils veulent la regarder sans cesse. Vous savez, comme auparavant, avant les selfies, il y avait des gens qui se regardaient tout le temps dans la glace pour savoir s'ils étaient bien, quoi. Et il y a des adultes qui font ça aussi. Ça montre bien que là, il y a un problème d'estime de soi qui est pas bien. Est-ce qu'on sait si les filles font plus de selfies que les garçons ou est-ce qu'on n'a pas d'enquête là-dessus? Oui, alors bien sûr, les filles sont parce que bon, les stéréotypes de genre, ça dure. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, à l'adolescence, c'est très très fort, les stéréotypes de genre. Donc, les filles, elles se mirent un maximum et elles se montrent un maximum. Donc, ça les rassure, ça leur permet de comprendre un petit peu comment se transforme leur corps, leur féminité. Et puis, ça leur rappelle quelque chose d'un peu particulier qu'elles ont vécu, enfin, les garçons aussi, à 20 mois à peu près, à l'âge de 20 mois, au moment du stade du miroir, vous savez, où ils ont commencé à comprendre que leur image inversée était importante et que ça pouvait être quelque chose qui forge l'identité. Donc, c'est quelque chose d'ancien qui remonte à l'adolescence. Mais en fait, c'est pas qu'un reflet narcissique pour s'admirer. C'est aussi livrer aux autres une image de soi dans des moments importants, enfin qu'on juge importants. Et c'est une sorte d'autoportrait artistique qui cherche des likes, qui renforce l'identité et même l'appartenance à un groupe. Prouver qu'on est vraiment vivant, à la fois ensemble et aussi unique. Et il y a également un petit rêve secret, c'est celui d'être reconnu mondialement, vous savez, comme une star ou une influenceuse. Donc, c'est compliqué le selfie. C'est à la fois un mélange de quête de l'estime de soi, une fabrique à souvenirs, une recherche d'une nouvelle identité unique, et puis une forme de création artistique. Donc, il n'y a pas vraiment de problème, sauf pour ceux qui ont une estime de soi très fragile et qui sont obsédés par l'idée d'avoir une image parfaite qui serait admirée par tous. Alors là, ils poussent parfois l'exhibition un peu loin, ils montrent des parties de leur corps ou des moments intimes qui peuvent devenir après coup l'objet de honte ou de harcèlement. On photographie sa poitrine naissante, son pénis, sa violence, ses émotions. Et puis après, on le livre à ses proches, mais par extension, sur le web, on livre à tout le monde et à n'importe qui. Dans ce cas-là, on peut se demander si les selfies, ça sert toujours à consolider une identité floue pour les ados, ou si c'est pas un miroir destructeur qui n'envoie que de la violence et un vide jamais satisfait. Mais, comme vous le dites, il y a quand même pas mal d'adultes aussi qui jouent à ce jeu-là.
Et donc, ils se lassent pas de s'admirer. Hein. En plus, les filtres des applis suppriment les marques du temps, plus de rides, plus de cheveux clairsemés, une belle image lisse. C'est pas sans évoquer d'ailleurs les craintes de vieillir des ados. Pourtant, face aux excès de selfie de leurs jeunes, les parents ils voient un danger. Est-ce qu'elle serait mal dans sa peau? Ne va pas, elle risque de se ridiculiser ou se faire harceler. Alors, arrêtez de chercher du mal-être partout, hein, ou des maladies mentales. Bien sûr qu'ils ont des comportements excessifs, mais la plupart des ados qui se transforment, ils ont surtout besoin d'être rassurés, autant par leurs amis que par leurs parents. Et avec ces derniers, il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce jeu de miroir. Ils cherchent une période un peu magique, vous savez, où ils se sont construits dans le regard aimant de leur mère. Un partage d'émotions, de perceptions intenses, essentielles, que les ados cherchent toujours dans leurs moments troubles. Alors, sans en faire de trop, ne manquez jamais une occasion de les rassurer sur leur allure, leurs cheveux, leurs vêtements. Dites-leur combien vous-même vous avez douté de votre métamorphose et rajoutez que l'adolescence, c'est une sorte de chrysalide tordue et transparente, mais ça finit toujours par se muer en papillon. N'est-ce pas? Ou en papillote. Bon, en tout cas, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'après vous, sur des ados qui feraient beaucoup de selfies. Non. Bon. Non. Philippe Arlin, vous voulez réagir à ce qu'a dit Philippe Hoffman? Non, je suis assez d'accord. Je pense que ça devient inquiétant quand l'ado qui devient adulte continue à avoir la même passion pour le selfie. C'est là que ça va peut-être naturellement signer quelque chose, mais effectivement, ça peut participer de la construction de l'ado. C'est un des nouveaux outils que le monde moderne offre dans la construction de l'ado. Je pense et qu'ils l'ont déjà bien fait évoluer par rapport au premier rapport qu'il y avait entre l'ado et cet appareil magique. N'est-ce pas? Merci Donc, beaucoup, mais quand Philippe. on publie un article, on fait un selfie à notre manière aussi. Hein. On a envie d'être vu, lu et écouté. Et le besoin de reconnaissance, c'est un besoin universel, c'est bien vrai. Merci beaucoup, Philippe Hoffman. Merci à vous. On continue avec Christophe qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Alors Bonjour, évidemment, Christophe. première question, est-ce que vous aimez la sodomie? Oui. Oui, ouais, voilà, c'est clair, c'est net. C'est fait. Mais beaucoup, pas beaucoup, un peu à la folie Pas plus que ça, mais j'aime ça. À la fois donner et recevoir. Bon, bah vous l'aimez pour vous aussi, c'est-à-dire vous aimez aussi qu'on vous la pratique? Oui. D'accord. Oui, donc vous êtes ouvert à tout, si on peut dire. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Eh ben on va le dire comme ça. Deuxième question. Combien de partenaires avez-vous eu? Plutôt 1, plutôt 100? Un peu moins d'une dizaine. Ouais, c'est ça, une dizaine. C'est pas énorme alors. Et puis dernière question. Quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait l'amour? Dans un train. Dans un train? Dans un train. Alors. Ouais, je vais dire ça comme ça. Ouais, non, mais je vous crois. C'était quoi alors? C'était un TGV ou un train avec des compartiments? Des compartiments, un TER avec A4. Voilà, c'était fermé avec la porte et. Dans un petit compartiment. Voilà, c'est ça. Et vous étiez. En journée sur un petit trajet et c'était bien agréable. En plein jour, comme ça? En plein jour. Ouais. Avec la peur d'être surpris, tout ça, tout un mélange. C'était voilà. Eh ben, c'est toujours la même chose, hein. Philippe, quand on a peur d'être surpris, ça augmente l'excitation et Ça évidemment, l'excitation, ouais. ça reste un souvenir assez sympathique, j'imagine. Et mémorable, oui, exactement. Bon, eh ben, merci Christophe. Alors, vous pouvez poser une question à Philippe Arlin, il vous écoute, allez-y. Pourquoi la sodomie est si tabou que ça? Vous avez travaillé sur le sujet. Pourquoi parce que le pipi caca reste tabou et voilà, c'est tout. C'est clairement, pour le dire avec humour, la boîte à caca. Et il y a quand même ce tabou déjà qu'on a dès notre enfance. Faut pas mettre nos mains à ces endroits-là, c'est sale. Tout ce qui était sale, ça s'appelait du caca. Donc, aller mettre son sexe à cet endroit-là, c'est quand même pas très normal. Ça relève, vous voyez, de quelque chose de tordu. Après, il y a
il y a l'idée d'aller à contresens de la nature. On l'entend, on l'a entendu dans les discours de la Manif pour tous contre les homosexuels ou différents éléments où un homme disait mais ça c'est fait pour relâcher les étrons, c'est pas fait pour faire rentrer un pénis. Il y a vraiment cette idée que voilà, on contredit. Alors c'est très très intéressant parce que c'est toujours le même discours. On contredirait l'ordre naturel. D'accord. Et C'est jusqu'à une présent. porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée. Et il ne faut pas oublier encore que tout ce qui ne sert pas à la reproduction est encore un peu considéré comme C'était mon inutile. dernier point, effectivement. Pardon Philippe. Non, mais vous avez raison, c'est exactement ça aussi. On ne peut pas. Le sexe féminin est sacré parce que il est sacralisé par la possibilité d'enfanter, de procréer. Et voilà pourquoi même la masturbation peut être tabou, puisque c'est une perte de semence et que c'est un acte sexuel qui ne sert pas à la reproduction. Alors vous imaginez bien que plutôt que d'aller dans cette fonction sacrée, aller vers l'arrière, c'est vraiment l'ultime perversion, puisque c'est une recherche de plaisir par, certains diraient, par les portes du diable. Voilà Christophe, est-ce que Philippe a bien répondu à votre question? Oui. Après, moi, je suis d'origine italienne et quand j'étais plus jeune, j'ai eu des bruits comme ça où passer par la porte de derrière, on risquait pas d'avoir des enfants. Je le dis parce que je me rappelle de ces phrases-là que j'entendais avec les tontons quand j'étais gamin. C'était assez drôle. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais Christophe, il est vrai qu'il y a des personnes qui ont pratiqué la sodomie pour éviter d'avoir des enfants, en effet. Et il y a même des femmes qui pratiquent la sodomie quand elles sont vierges pour éviter de perdre leur hymen. Donc c'est pour ça que je le disais dans l'introduction qu'à mon avis, cette pratique, elle existe depuis la nuit des temps. Les hommes l'ont découverte bien avant les films porno. Hein. Mais du coup, ça rend ça tabou parce que justement, c'est comme un secret qui se passe entre hommes. C'est un secret, si on rentre par là, bah voilà, on évite le chemin normal qui est avec risque de procréation. Donc, c'est tabou, faut pas le dire. C'est un secret d'homme. Ouais, d'accord. Il n'y a personne qui nous écoute. Hein. Tout va bien. Ne le répétez pas. En tout cas, merci beaucoup à vous et bonne continuation dans toutes vos émissions. Merci Christophe. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant et on continue à parler de quelque chose qu'il ne faut pas répéter, hein, surtout. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et bien sûr, si vous avez des questions à poser sur cette pratique, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Nous parlons de la sodomie en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Et c'est Aurélie qui nous retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Aurélie. Merci de participer à cette émission. Alors vous avez aussi eu des hauts et des bas par rapport à cette pratique. Hein. Exactement, avec une très mauvaise expérience, beaucoup trop jeune, pas du tout préparée et du coup je me suis traînée ce mauvais avis sur la sodomie pendant des années à plus vouloir retenter l'expérience jusqu'au jour où j'ai rencontré mon compagnon actuel qui lui le pratiquait avec sa partenaire d'avant et qui m'a mis en confiance, qui surtout on s'est lancé pendant une période où c'était plus approprié, c'était pendant ma grossesse, puisque sur la fin de ma grossesse, par voie vaginale, on était un peu trop, on manquait de sensations, on va dire. Et du coup, on est parti sur cette voie-là. Pour arriver à trouver un moyen que je prenne du plaisir et lui aussi. Et ça a été une super expérience. Sauf que suite à l'accouchement, j'ai eu des petits soucis liés à la grossesse, appelons un chat, des petites crises hémorroïdaires qui font que c'est une partie de mon corps que je n'exploite plus. À cause de ça, parce que ça me déclenche forcément des crises. Mais à contrario, ce qu'on fait, c'est que du coup, on pratique sur lui. Où lui le faisait auparavant tout seul lors de masturbation. Ça lui permettait, alors surtout avant de vous avoir au téléphone, j'ai dit il faut que tu me dises exactement
ce que tu ressens, pour que je puisse faire part à tout le monde de ton témoignage au travers de ma voix, puisque du coup, je veux dire ce que lui ressent et ce que moi, du coup, je ressens de faire ça. Donc, lui m'expliquait... Donc au départ, lorsqu'il se masturbait, il utilisait un plug, j'imagine. Voilà, tout à fait. Du coup, ça nous permettait aussi, quand on ne vivait pas ensemble et qu'on était à distance, quand on faisait l'amour entre guillemets en vidéo, de partager ça aussi. Et puis quand on a fini par habiter ensemble, et aussi avant de pratiquer sur moi, ça m'a rassurée de le faire sur lui ou pour lui, pour voir, parce que j'avais vraiment une image très négative, et ça lui permettait de prendre du plaisir physiquement. Et aussi psychologiquement, puisque donc je me servais de mes doigts, de petits plugs, et puis alors pas tout en même temps, on est allé progressivement, mais ça peut dériver encore aujourd'hui sur le fait que j'utilise un god ceinture, et là du coup on vrille totalement les jeux de rôle, où lui, ça lui permet de totalement lâcher prise et d'être plutôt dans ma position habituelle de soumission, d'être pris par moi. Et donc lui, évidemment, prend du plaisir, j'imagine, hein, sinon je vois pas pourquoi il le ferait. Oui, voilà. Il arrive, j'imagine, jusqu'à l'orgasme. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc ça vous apporte une sensation d'être un peu dominante, et puis mais totalement. C'est quelque chose qui vous excite énormément. Eh bien, c'est ça. En fait, voilà, j'ai pas d'excitation. Avec ça, j'ai découvert aussi l'excitation psychologique, en fait, de me rendre compte que j'ai pas besoin de stimulation physique pour être excitée, mais de savoir que je lui donne du plaisir, que je suis en plein pouvoir. C'est le deuxième plein pouvoir que j'arrive à avoir après la fellation, mais c'est la sodomie. Je suis en plein possession de tous les pouvoirs dans les codes de la sexualité, de notre sexualité. Oui, Philippe Arlin, le témoignage d'Aurélie montre bien quand même que les couples se libèrent. Hein. C'est un témoignage qu'on n'aurait pas entendu, nous qui faisons cette émission ensemble depuis maintenant 22 ans. La première fois qu'on avait abordé la sodomie, c'est notre petit secret. Hein. On s'était fait un peu taper sur les doigts. C'était pas Sud Radio. Hein. C'était tabou. Et on entend aujourd'hui un témoignage qu'on n'aurait certainement pas pu entendre il y a 20 ans, non ? Mais ce que je vois, c'est que, excusez-moi cette phrase, j'ai l'impression que c'est l'anus des hommes qui bouge. C'est que enfin, les hommes arrivent à s'approprier leur anus sans en faire un symbole d'homosexualité. Parce qu'on sait très bien que pour un homme, la question va venir se poser là. Si je prends du plaisir au niveau anal, est-ce que ça fait de moi un homosexuel ? Et là, on l'entend bien dans le témoignage de ce couple. Et merci d'en témoigner, qu'il est question de prendre du plaisir et que ça ne dit rien du partenaire ou de la partenaire. Ce qui est important, c'est de découvrir une zone érogène parmi d'autres, mais on sait à quel point elle est connotée, et que chez les hommes, elle est vraiment connotée comme synonyme de désir homosexuel. Oui, et donc les choses ont beaucoup évolué par rapport à ça. Oui. Et justement, moi j'aimerais pouvoir témoigner et vous dire, mais on n'a aucun problème à en parler, les gens autour de nous, et notamment les hommes, ça leur pose aucun problème. C'est très très faux, parce qu'il est très à l'aise avec moi, mais les gens autour de nous savent qu'on est à l'aise sur notre sexualité, mais dès que, moi j'ai aucun tabou, j'en parle comme j'en parle avec vous, et que je commence à prendre la température avec les hommes de mon entourage, des amis, quoi. Mais alors de suite ils se bloquent, et là je me dis, est-ce que c'est un vrai blocage, ils n'ont jamais testé leur anus et vraiment c'est des fous, ou alors ils font les prudes, et dans ces cas-là c'est nul de pas en parler, parce que si tout le monde en parlait, on n'en ferait pas autant du foin comme ça, alors que c'est juste du plaisir et c'est pas autre chose, quoi.
Non, mais je pense que sincèrement, il y a, ça renvoie à des choses. Le mot PD, l'homophobie, elle se dirige toujours vers le passif. C'est celui qui s'est fait enculer. Donc vraiment, il y a pour l'homme reconnaître qu'on peut prendre du plaisir par là, c'est forcément s'interroger sur sa propre virilité. Et donc, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se fassent enculer alors pour prendre autant de plaisir. Vraiment. Merci. Moi, je suis pour. Je partage cet avis. Oui, mais Aurélie, encore une fois, c'est une liberté que vous avez réussi à atteindre et bravo à tous les deux parce qu'en plus, lui, non seulement il a testé. Enfin, cela dit, des hommes qui testent tout seuls, il y en a plus qu'on ne le croit. Il y en a plus qu'on le croit. Ils le disent pas tous, mais il y en a plus que. Mais ce que je trouve formidable dans votre couple, c'est que il vous en a parlé très librement et puis vous avez été aussi très ouverte à ça parce qu'il y a des femmes aussi qui ne supporterait pas d'être dans votre position où vous êtes finalement celle qui va donner du plaisir à l'homme comme s'il pouvait avoir des tendances homosexuelles parce qu'il y a ça aussi chez les femmes. On l'entend chez les hommes, Philippe Arlam, vous êtes d'accord, il y a aussi des femmes qui pensent qu'un homme qui va prendre du plaisir... à l'idée que leur mari puisse être homosexuel, bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué et c'est là où on voit qu'il faut pas tout mélanger et on mélange souvent l'orientation et l'identité. Votre compagnon, il sait très bien que c'est un homme et il a une orientation vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de vous. Voilà, il y a rien de plus compliqué. Enfin, il y a rien de compliqué à comprendre, mais on confond toujours un peu comme si en fonction de ce qu'on fait, on est non, on fait des choses et on est quelqu'un. C'est ça, et c'est juste une énorme preuve de confiance en l'autre. Oui. De faire ça. Que ce soit une femme ou un homme, d'ailleurs, pour moi, c'est une confiance absolue. Oui, vous avez raison, parce que la sodomie peut faire mal. Et vous, dans votre cas, évidemment, avec si vous avez des hémorroïdes, la question ne se pose même pas. Mais la sodomie peut faire mal dès qu'on n'est pas en confiance et que l'autre veut nous prendre avec son désir à lui, sans tenir compte de ce qu'on peut ressentir, bien sûr. En tout cas, donc du coup, c'est quelque chose que vous pratiquez souvent ou bien une fois de temps en temps? Non, c'est de temps en temps. C'est la petite cerise sur le gâteau. Quand il a été sage. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci Aurélie de ce témoignage. Et donc, vous portez un god ceinture ou vous utilisez un plug? Comment vous fonctionnez? Un god ceinture. D'accord. C'est un plug qu'on rajoute sur la ceinture, c'est pour adapter plusieurs godes selon l'usage. D'accord. Et du coup, vous avez réellement la sensation, par votre mouvement de bassin, d'être celle qui prend et de le voir à quatre pattes en levrette et de le prendre, c'est déjà j'ai toute la vision de ce que lui voit quand c'est moi à sa place et ce côté soumis quoi. Plutôt moi dominante parce que du coup moi c'est pas un god qui rentre à l'intérieur moi de mon vagin, j'ai pas de ressenti physique, voilà, c'est tout dans la tête là pour le coup et oui, là vous avez rien qui excite votre corps, ce n'est que votre tête qui est excitée évidemment. C'est ça. Et je sais juste qu'après je serai punie dans l'autre sens et puis ça me va très bien. Il y a punition quand même derrière. Ouais, je la demande même. Ah bon, alors tout va bien. L'équilibre est sauf. Mais de toute façon, c'est ce qu'on oublie de dire, et on devrait le dire plus souvent, la zone la plus érogène chez l'humain, c'est le cerveau. Oui. Ouais. C'est évident, donc c'est peut-être ce qu'il faudrait rappeler à chaque émission. En tout cas, merci beaucoup Aurélie de ce témoignage et je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur cette pratique qui reste comme l'a dit aussi justement Aurélie, un peu tabou. Mais cela étant dit, Philippe Arlin, c'est pas nécessaire non plus de raconter à ses proches, à ses amis la sexualité. La sexualité, ça reste de l'ordre de l'intime. Et ce que fait un couple, ça ne regarde que lui. C'est pas dans les dîners entre amis, on n'a pas à raconter ce qu'on fait sexuellement.
Oui, mais ça, je crois que c'est parce que c'est malheureusement une espèce de tendance un peu masculine. Et là, effectivement, cette tendance masculine, je pense, ne s'enrichit pas de se vanter d'avoir des plaisirs anaux. Donc, mais effectivement, je vous rejoins complètement. La sexualité n'a pas besoin de ce partage. Elle a besoin justement d'un partage privilégié avec une personne qui est celle avec laquelle on est en couple. Et de pouvoir partager des secrets, ça c'est important, mais d'aller s'étaler sur ces pratiques, non. Non, je pense que c'est absolument pas nécessaire. On va continuer dans cette deuxième heure à évoquer la sodomie. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300. Et puis, oui, la petite devinette avant de laisser la place aux infos. Philippe Arlin, c'est une devinette, vous pourriez peut-être trouver la réponse. Que dit l'épouse de l'éjaculateur précoce, Philippe Arlin? On aura la réponse après les infos. Merci de nous avoir choisis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la sodomie en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Nous avons eu 2 femmes qui ont appelé dans la première heure. Je crois qu'on a un homme qui nous attend, Patrick, qui va prendre la parole. Et je ne sais pas. Et puis peut-être qu'on aura encore des femmes, des hommes ou que sais-je. En tout cas, soyez les bienvenus si vous avez des questions à poser sur cette pratique. Avant de donner la parole à Patrick, justement, j'aimerais la réponse à ma devinette. Que dit l'épouse de l'éjaculateur précoce, Philippe Arlin, vous avez une idée? Elle dit rien, elle n'a pas le temps de dire quelque chose. Elle répond: me voilà dans de beaux draps. Voilà, bon, parce que en général, quand ils sont très éjaculateurs précoces, ils n'ont même pas le temps de rentrer. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors vous aimez bien pratiquer, vous trouvez que c'est qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement? Alors, c'est un ensemble. Je pense que c'est d'abord autant physique que psychologique. C'est l'idée même de la chose que la chose en elle-même qui est. Oui, je crois que ça c'est quelque chose qui a son importance, me semble-t-il, Philippe Arlin, autant pour les hommes que pour les femmes. Oui, il y a la symbolique, le contexte, tout va donner une connotation supérieure à cette pratique. Et puis, effectivement, il y a aussi la réalité des sensations physiques. Vous le disiez en tout début d'émission, on va être plus serré, les sensations ne sont pas les mêmes. Et pour beaucoup d'hommes, c'est extrêmement important. Sauf que moi je mettrais un bémol que c'est pas si fou que ça la différence. À mon niveau, je dis pas d'un côté c'est génial, de l'autre côté c'est très bien. Il y a une petite différence, mais pour moi c'est surtout l'idée même de la chose qui même d'ailleurs l'emporte sur la pratique en elle-même ou la sensation physique ressentie réellement, je trouve. Oui, enfin ça dépend de la morphologie et des femmes et des hommes. Si une femme a par exemple le vagin plutôt ouvert, par exemple à cause de nombreuses grossesses, il va y avoir une différence quand même qui est assez nette. Et puis suivant la taille de la verge, ça peut jouer aussi son rôle. Il y a quand même des différences. Mais maintenant peut-être que ce n'est pas le cas de votre partenaire. Voilà, je crois que c'est aussi. Je ne reste pas de quelque chose d'extrêmement serré, ou je ne dis pas plus c'est serré, plus ce serait formidable en termes de sensation. C'est plutôt à la fois très physique, mais c'est aussi encore une fois très cérébral. Et l'autre aspect aussi que je vois dans cette pratique, c'est la différence justement, ceci dit, entre la fantasmagorie et la réalité. Dans la fantasmagorie, on va dire oui, l'idée m'excite toujours un peu plus. Dans les faits, je pratique pas systématiquement, loin s'en faut. Donc, et sans avoir de manque, sans avoir de la sensation que ma partenaire n'a pas offert ce que je voulais avoir. Vous n'êtes pas obsédé, c'est pas une idée fixe comme certains. Alors, ce qui est intéressant, c'est la fantasmatique, c'est-à-dire que on entend bien dans l'émission finalement, Philippe Arlin, que le côté un peu interdit ou transgressif apporte une excitation supplémentaire. Mais de toute façon, vous le disiez tout à l'heure, la zone érogène la plus importante, c'est le cerveau, et notre cerveau, il se nourrit d'imaginaire.
Donc ça va être la symbolique, c'est comment on investit des images, comment on investit des symboles qui vont nous permettre de leur donner cette fonction. On les investit d'une fonction de jouissance, de pouvoir, et la sodomie, de par tout ce qu'elle vient connoter et tout ce qu'elle vient référer, est investi dans beaucoup de cas dans la charge mentale des hommes, et en tout cas dans leur symbolique, d'un grand potentiel. C'est un peu la conquête ultime et donc le plaisir ultime. Et pour conclure, moi je dirais que il faut que je sente que ma partenaire est très à l'aise avec ça. Dans la réalité. Quand mon fantasme rencontre la réalité, il faut que je sente que ma partenaire soit très à l'aise. Pour moi-même, être à l'aise. Dans le fantasme, je dirais oui, je peux tout imaginer avec tout le monde, potentiellement. Dans la réalité, quand je pratique, il faut que je sois certain que ma partenaire soit très à l'aise et elle-même apprécie. Je pense que je suis très mal à l'aise si on faisait cette pratique uniquement pour me faire plaisir, que je sentais bien qu'il n'y avait aucun désir de sa part. Exactement. S'il n'y a pas de désir de sa part, franchement, je préférais m'en passer, et je pense que je m'en passerai tout court. Mais vous leur demandez, ou bien vous y allez, enfin vous tâtez la zone et vous voyez s'il y a de la résistance ou pas? Alors, je fais en sorte qu'on me demande. Qu'on vous demande, d'accord. Non, en gros, je suis assez patient, et c'est pour ça que je reviens sur la confiance. Je ne me verrai pas au début d'une relation et dans les premières nuits à passer avec une femme, passer par là tout de suite. Moi, j'ai besoin d'être très sécurisé là-dessus, puis il y a tellement d'autres choses à faire avant. Donc oui, à un moment donné, on va y passer, mais peut-être d'ailleurs, si ma partenaire en présente le désir. Si elle n'en présente pas le désir, je peux m'en passer, et je ne vais pas dire, oh là là, il me manque quelque chose de tellement fondamental. Et pourtant, c'est formidable quand je le fais avec ma compagne. Et mais il faut que ce soit vraiment partagé pour que ce soit bien vécu, ne serait-ce que de ma part. Et quand vous dites, est-ce que je tâte le terrain, ou alors oui, parfois je peux montrer que tiens, j'aimerais bien faire cette pratique, mais de toute façon ça demande une préparation, et comme moi j'aime bien avoir une préparation là-dessus, ne serait-ce que d'avoir du lubrifiant, on voit bien c'est pas par surprise, voyez-vous. Et d'ailleurs la préparation ne fait que accentuer le plaisir à venir. Oui, bien sûr, ça peut être excitant de se préparer. De toute façon, le problème de la surprise, si je puis dire, dans la sodomie, c'est la question de l'hygiène, évidemment, Philippe Arlin. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et cette question-là, elle peut bloquer aussi bien l'homme que la femme, parce qu'il y a vraiment l'idée de ne pas se sentir clean fait qu'on n'est pas confortable, et donc on va pas y prendre du plaisir, parce qu'il y a une partie de nous qui s'inquiète, qui réfléchit, qui est là-dessus. Et puis il y a des hommes que ça va déranger moins que d'autres, mais il y en a que ça peut littéralement bloquer. Bon, on peut rappeler d'ailleurs à ce sujet, pardon Philippe, on peut rappeler à ce sujet d'ailleurs qu'il est assez facile à ce moment-là d'utiliser un préservatif si on a peur justement d'être un peu sali. C'est facile de mettre un préservatif. À ce moment-là, il faut d'autant plus mettre de lubrifiant. Mais de toute façon, je crois que mettre du lubrifiant pour cette pratique, c'est pratiquement, c'est presque le conseil. Je dirais pas obligé, mais presque quoi. Ouais. Le lubrifiant, il est quand même indispensable, même si il y aurait plein de témoignages qu'on pourrait recevoir ici de gens qui le font sans lubrifiant. Il faut jamais oublier que la muqueuse, si on utilise un lubrifiant, ça lui permet de s'assouplir et de s'étirer plus facilement. Sur le moment, ça peut être possible, mais on risque d'avoir des brûlures et des douleurs un petit peu après. Donc c'est pas un chausse-pied, le lubrifiant. C'est pas juste pour permettre de mieux rentrer, c'est aussi pour faire que la muqueuse n'ait pas à souffrir de la pénétration. Oui. Ça coulisse mieux avec du lubrifiant. C'est assez simple à comprendre, je crois. C'est ce que vous faites, j'imagine, Patrick. Oui, et puis surtout c'est ludique. Alors, encore une fois, c'est
ce moment préparatoire est ludique, il est excitant même, de mettre du lubrifiant sur ma partenaire, sur moi. Quelque part, ça dit bien qu'on va faire quelque chose de particulier. Donc, on est déjà dans l'idée. Enfin, l'idée, encore une fois, est au moins autant importante que l'acte. Et donc, le lubrifiant est vraiment pas simplement une aide à la pénétration. C'est pour moi aussi une mise en route et un objet excitatoire en lui-même, puisque on prépare quelque chose d'assez agréable qui va se passer dans quelques instants. Oui, absolument. Peut-être qu'on ne devrait pas trop démocratiser la sodomie. Philippe Parlin, elle va perdre de son côté excitant si ça devient une pratique banale. Je crois qu'on peut encore faire quelques émissions, Brigitte. La sodomie a encore des réserves et encore besoin qu'on la soutienne avant de devenir à ce point-là populaire. D'accord. Bon, mais pour l'instant, on a plutôt eu des témoignages qui laissent penser le contraire, Philippe. Excusez-moi, mais oui, on est très libérés sur Sud Radio. Ça fait plaisir, ça permet à tous les auditeurs qui n'osent pas appeler ou qui éventuellement sont en questionnement par rapport à cela, de réfléchir et peut-être de changer leur regard vis-à-vis de la sodomie. Le but, c'est pas que tout le monde la pratique, loin de là, mais de pouvoir être à l'aise avec ça et d'expérimenter, de voir ce qui se passe et d'être aussi clairement dans l'idée, c'est pas mon truc, j'ai expérimenté et voilà, mais que ça ne soit plus tabou, c'est important. Merci Patrick en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup. On va continuer dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Et profitez de la présence de Philippe Parlin si vous avez des questions à lui poser, les sexothérapeutes. Et nous évoquons plus particulièrement aujourd'hui la sodomie. Bonjour Boris. Bonjour Brigitte. Bonjour Boris. Merci en tout cas de me permettre d'intervenir à l'antenne. Je vous en prie. J'avoue que le sujet que vous abordez aujourd'hui me passionne au plus haut point, surtout vu ma situation. Alors je vous raconte brièvement, depuis à peu près quelques semaines, j'entretiens une relation avec un transgenre d'origine marocaine. Et bon, jusqu'à présent, j'avais déjà eu des relations avec des transgenres, mais bon, jamais de façon durable. C'est vrai que là, en ce moment, on se voit assez régulièrement, chacun de son côté, mais bon, disons que on essaye de garder une certaine exclusivité l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est vrai que nous pratiquons régulièrement la sodomie. C'est vrai que c'est des sensations qui sont très différentes par rapport à une femme, parce que bon, je suis bisexuel et c'est sûr que c'est autre chose. Bon, disons que pour ma partenaire, ça fait pas beaucoup de différence parce qu'elle est d'origine marocaine et que pour elle, disons qu'elle est issue d'une fratrie d'une sororité avec plusieurs sœurs. Et c'est vrai que dans sa culture, c'est vrai que c'est une pratique qui est beaucoup plus spontanée. Et en tout cas, beaucoup plus... Mais quand vous dites, vous parliez d'un transgenre, c'est-à-dire que c'est une femme qui est devenue homme, c'est un homme qui est devenu femme En fait, c'est plus un homme qui s'habille comme une femme, sauf que dans son cas, elle s'est fait opérer de la poitrine, ce qui fait qu'elle a un 90 bon essai. D'accord, mais elle a toujours son pénis. Elle a toujours son pénis, oui, tout à fait. D'accord, et c'est ça qui évidemment vous excite, je suppose. Oh, c'est pas une question d'excitation de toute façon, qu'elle ait un pénis ne me dérange absolument pas et je ne vois pas pourquoi est-ce que un trans, sous prétexte qu'il a un cerveau féminin, serait obligé de s'émasculer. Pour moi, ça me paraît complètement aberrant et absurde. Écoutez, ça, je crois que chaque cas est un cas particulier. C'est très compliqué sur les questions des transgenres. Je pense qu'il faut vraiment rester très très humble et pas se prononcer trop vite. Mais en tout cas, pas se prononcer pour eux. Voilà, exactement. Mais en tout cas, vous l'aimez tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est bien. C'est ça qui compte. Tout à fait, exactement. Je la prends telle qu'elle est. Bon, pour l'instant, c'est vrai que notre relation n'est pas fusionnelle, mais bon, disons que pour l'instant, disons que ça dure, en gros. D'accord. Et donc vous la pénétrez, mais évidemment, oui. Vous la pénétrez de manière anale, puisque de toute façon, il n'y a pas de vagin.
Exactement, tout à fait. C'est toujours à son initiative. En fait, c'est elle qui décide parce que, d'après ce qu'elle m'a dit, il y a une préparation à faire avant. Il faut qu'elle soit en condition, notamment effectivement, comme vous le disiez, la lubrification qui est importante. Mais aussi une comment ça s'appelle une préparation qu'elle appelle le lavement. C'est au sujet de ce fameux lavement que je voulais avoir l'avis de Philippe Arlin, parce que pour savoir exactement si ce soin d'hygiène présentait des dangers lorsqu'il était répété de façon assez fréquente. Alors, absolument pas s'il s'agit bien d'un lavement anal, c'est-à-dire que on peut utiliser au niveau anal une poire à lavement comme il en existe au niveau vaginal. Donc une poire avec de l'eau, il s'agit d'injecter de l'eau de préférence tiède, pas de l'eau froide bien sûr, pour venir rincer la partie qui se trouve juste derrière le sphincter anal. On garde cette eau un tout petit peu et on l'évacue. On fait ça 1 ou 2 fois. Des fois, c'est même pas la peine de le faire plus. Pas besoin d'aller mettre du savon là-dedans qui risque d'aller irriter la paroi ou quoi que ce soit. Juste de l'eau tiède à température. Et c'est suffisant. Si on se limite à ce type de lavement, il n'y a absolument aucun inconvénient pour le corps. À condition, évidemment, de respecter un minimum d'hygiène de base. Mais le lavement lui-même, s'il est fait correctement, ne représente aucun danger pour notre santé. D'accord. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des kits de lavement qui étaient vendus en pharmacie. Je voulais savoir si franchement il y avait une quelconque différence, ou si avec de l'eau tiède, comme vous dites, ça suffit largement, quoi. Mais les kits de lavement vont vous amener, ce sont soit un embout au bout d'une poche dans lequel on met de l'eau, mais du coup là, ça on va en mettre un petit peu plus, soit ce sont des poires à lavement, donc ça revient un petit peu au même, hein. C'est des fois juste pour simplifier l'utilisation de ce liquide, donc à voir avec quoi elle est le plus confortable. Ça change rien. Dans tous les cas, le kit à lavement ne parle pas du liquide utilisé, mais de la manière dont ce liquide va être amené à l'intérieur. Donc, on peut prendre celui qui est le plus confortable et, encore une fois, on utilise de l'eau tiède. D'accord. Bon, de toute façon, je pense que ma compagne est plus spécialisée que moi sur la question, mais c'est vrai que par curiosité, je préférais vous le demander, quoi. Parce que, comme je vous ai dit, comme je vous le disais, en fait, c'est elle qui décide où, quand et comment ça se passe. En général, bon, je le comprends parce que c'est vrai que c'est quand même elle qui reçoit. Et c'est moi qui profite, donc d'une certaine façon, c'est normal que ce soit elle qui soit la maîtresse. En même temps, elle profite aussi du plaisir qu'elle reçoit. Hein. Vous savez, Boris, je crois qu'il n'y a pas, je crois qu'il y a, enfin, dans une histoire sexuelle, les deux, ils trouvent leur compte, et parfois après, c'est les mots qu'on y met qui ont plus ou moins de sens. Hein. Oui, tout à fait. Mais bon, d'après ce que j'ai remarqué entre nous deux, c'est vrai que ça l'excite effectivement quand on le fait dans des moments ou dans des lieux insolites, et où effectivement elle est disposée et prête pour l'acte, quoi. C'est vraiment chaud et débridé, et c'est vrai que j'adore ça de mon côté. Bon. Oui, vous avez visiblement une sexualité qui est très basée sur le fait de faire des choses qui sont un peu surprenantes et peut-être même transgressives, oui. Oui. Et bon, d'une certaine façon, c'est vrai que je suis un peu son objet, en quelque sorte. Mais bon. Mais voyez, déjà là, vous dites deux choses qui sont contradictoires. Vous dites je profite d'elle. Et puis là, vous venez de dire, je suis son objet. Donc, vous voyez bien que les choses sont finalement très ambivalentes dans cette. J'ai l'impression que c'est une relation où finalement l'un et l'autre, vous cherchez, non? Il me semble, Philippe Arlin, qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas réparti clairement dans les rôles, mais moi j'avais même carrément une question. Est-ce que le fait qu'elle possède un pénis ne vous a pas tenté d'inverser les rôles? En fait, si je vous ai posé la question à propos du lavement, c'est justement parce que dernièrement, il y a eu une question qui est venue entre nous deux, c'est que ma compagne aimerait pouvoir elle aussi me pénétrer, et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude. C'est pas une pratique que je fais en tant que partenaire passif.
Et j'avoue que là pour l'instant c'est un peu en stand-by. J'y réfléchis en quelque sorte. Ok. Mais déjà peut-être vous avez déjà utilisé un plug tout seul pour vous? Un plug? Non, jamais. Enfin, très rarement. Peut-être que c'est déjà bien de commencer tout seul à expérimenter, voir si c'est quelque chose qui pourrait vous exciter ou en tout cas avec lequel vous êtes à l'aise ou pas. Oui, effectivement, ce serait une idée, oui, effectivement. Je pense que ce serait très instructif d'une certaine façon. Oui, enfin instructif, je sais pas, mais en tout cas, parce que j'ai l'impression que vous êtes à la fois excité à l'idée d'être à votre tour pénétré, puisque vous parlez du lavement et que vous posez la question pour Philippe, et en même temps un peu inquiet. Donc je pense qu'il faut vous apprivoiser tout doucement. Je dirais que je suis plus inquiet que excité. Oui, mais on voit bien, mais en même temps vous êtes excité à l'idée de lui plaire et de lui faire plaisir. Bah oui, de toute façon, c'est vrai qu'une relation à deux, c'est en fait comme une symbiose, enfin comme une osmose quoi. Et bon, c'est vrai que si je lui répondais non, d'une certaine façon, j'aurais l'impression de vraiment la décevoir quoi. Mais bon, enfin bref, faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Alors bon, de toute façon, il va falloir y passer, Boris. Ben oui, il va falloir y passer. Vous n'avez pas le choix. Mais il y a du plaisir à la clé, vous inquiétez pas. Voyez-le comme ça. C'est une expérience et il peut y avoir beaucoup de plaisir à la clé. De toute façon, j'ai pris beaucoup de plaisir à chaque fois à la pénétrer. Bon, peut-être que si ça se trouve, peut-être que j'en prendrai autant qu'elle si le rôle s'inverse, on ne sait jamais. Bon, vous nous raconterez, Boris. À bientôt. À bientôt, merci. Merci en tout cas de votre confiance. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, la définition de l'érotisme. Pas simple, mais on va peut-être y arriver. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Philippe Parlin, on va essayer de définir l'érotisme. Alors c'est évidemment pas la même chose que la pornographie. L'érotisme, quand on parle de l'érotisme, on pense plus au désir que à l'excitation, parce que la pornographie, elle montre quelque chose qui bien sûr va susciter une excitation immédiate, mais en même temps, on n'est pas égaux face à l'érotisme et à notre capacité érotique. En quelque sorte, c'est ce qui va provoquer une réaction au niveau sexuel, mais également, on pourrait dire, cérébral. C'est une sorte de montée de désir qui peut aller jusqu'à, bien sûr, une excitation. Mais c'est pour ça que c'est difficile à définir. C'est une attitude, une suggestion, une promesse de plaisir. Alors, je trouve que c'est souvent important, quand on parle d'érotisme, de parler de sensualité, parce que c'est tous nos sens qui peuvent développer notre imaginaire érotique. Et je pense que si on est dans la sensualité, dans l'imagination, normalement, on devrait assez vite arriver à l'érotisme. Et puis, je crois que c'est aussi quelque chose d'assez ludique. Si on se prend très au sérieux, je pense qu'on a du mal, on a peut-être du mal à aller vers l'érotisme, non ? Moi, je trouve que, une des pensées qui me vient en vous écoutant, c'est qu'on est vraiment sur cette notion de préliminaire, dans le sens de ce qui va donner envie. L'érotisme, c'est vraiment ce qui va venir susciter et non pas affirmer la chose. C'est aguicher, c'est donner envie, c'est mettre l'eau à la bouche, mais ça n'est pas présenter l'objet du désir. Et c'est pour ça que la frontière est assez difficile, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même manière, tout le monde ne va pas saliver aux mêmes choses, et la fonction érotique qui va être, je pense, quand même plus développée chez beaucoup de femmes que chez nous, les hommes. Alors peut-être à cause du porno, j'en sais rien, mais on va plus répondre à des stimuli directs. Je trouve que la fonction érotique, elle est extrêmement importante parce qu'elle vient nourrir le désir. Quand on sait que c'est souvent une problématique d'avoir envie, eh bien peut-être que l'outil érotique devrait être plus souvent utilisé pour aider l'autre à aller vers son propre désir et son excitation.
Oui, oui, absolument, parce qu'il faut aller à provoquer un peu l'autre, à le séduire, mais en même temps, il faut oser. Et je crois que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il faut d'abord être un petit peu en réceptivité avec soi et être en connexion avec sa libido. Parce que si on ne sait pas exactement ce qui peut nous plaire, ce qui peut nous exciter, ce qui provoque notre désir, on ne pourra pas aller dans l'érotisme. Et c'est ça qui est compliqué parce que pour certains, l'érotisme n'est pas accessible. On passe directement de l'autre côté, du côté de l'excitation. Et c'est un art. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer parce que c'est d'une grande richesse et d'une grande aide pour le couple. Et c'est d'ailleurs assez proche des fantasmes. C'est le sujet qu'on abordera d'ailleurs vendredi avec Arthur Vernon. Si on n'arrive pas à développer son érotisme, on aura du mal aussi à avoir des fantasmes. Alors je pense que les fantasmes, c'est encore autre chose. Je ne mélange pas les deux. Mais moi, je conseille vraiment à ceux qui nous écoutent d'essayer de voir ce qui leur a provoqué ce petit émoi, un petit peu de désir, ce qui les a un petit peu titillés. Et à ce moment-là, ils sauront quel est le support, quel est l'art qui développe le mieux leur érotisme. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est vraiment pour chacun trouver là où est la sensibilité. Je dis toujours ce vêtement qui va donner envie d'être enlevé et qui laisse à imaginer ce qui est dessous, mais qui est presque plus puissant que de voir ce qui est dessous directement. Ça peut être une image de ce que va être l'érotisme, mais il n'est pas que visuel. Il y a des parfums qui ont un pouvoir érotique extraordinaire. Je pense que les cinq sens pourraient se décliner dans des fonctions érotiques et ça serait intéressant d'explorer l'érotisation de nos cinq sens. Qu'est-ce qui émeut notre toucher, nos yeux, notre nez, notre goût. Ça peut vraiment être important et l'érotisme, c'est l'art de mettre en mouvement pour moi, de titiller, donner envie. Oui, oui, moi je mets vraiment 3 mots sur l'érotisme, la sensualité, c'est-à-dire nos 5 sens bien sûr, l'imaginaire, parce que si on ne sait pas se raconter des petits scénarios, c'est difficile. Et puis après, oser jouer, quoi, parce que c'est aussi du jeu, quelque part. Demain, on sera avec Samuel Doc et nous verrons pourquoi, enfant, on a toujours voulu réparer nos parents et qu'est-ce qu'il en reste de cette blessure justement qui nous a rendus impuissants puisque en effet, en tant qu'enfant, on ne peut pas réparer nos parents. On en parle demain avec Samuel Doc. Mais tout de suite, on retrouve Fabrice pour revenir sur le sujet du jour, la sodomie. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Alors, vous avez pratiqué avec votre compagne auparavant et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'elle a mal, c'est ça? Alors en fait, c'est vrai qu'au début de notre relation, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai pratiqué avec mon ancienne compagne. Je pense que quand j'ai rencontré mon épouse, je ne suis pas certain qu'elle l'avait déjà pratiqué. Donc c'est vrai qu'on a commencé à pratiquer, mais c'était pas quelque chose qu'on faisait tous les jours. Et puis... je sais pas, les années, l'arrivée du petit, enfin je sais pas, à un moment donné c'est quelque chose qui s'est arrêté. Pourtant on est un couple assez ouvert d'esprit, puisque voilà, on regarde des films ensemble, etc. Et c'est vrai que j'ai essayé de revenir sur le sujet, de la mettre en confiance. Bon, elle m'a dit, écoute, des fois ça me fait mal, ce que je peux comprendre. Donc j'ai surtout pas voulu insister. Donc j'ai commencé à regarder sur différents sites internet, ils expliquaient le comment, du pourquoi, etc. La préparation et tout. Donc j'ai mis plusieurs articles sur l'ordinateur. Puis j'écoute, voilà, je t'ai mis des choses, va voir, lis, ça n'engage à rien. Elle a lu, après je l'écoute. Moi voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que je trouve ça joli, parce que c'est notre pratique, c'est notre sensation, c'est peut-être un peu plus sensuel. Donc on a pris du gel, d'ailleurs c'est un gel qui est formidable. Et puis après, donc, je suis allé sur un site que vous connaissez très bien, Brigitte. J'ai dit voilà, écoute, je te mets sur le site, je choisis un plug à Malte, tu le choisis toi, celui qui te plaît le plus, celui qui te fait peut-être le plus envie. Donc elle a pris, j'ai commandé, et puis rien. Et alors en fait, quand on fait ce qui est assez
curieux aussi, c'est que quand on fait l'amour, quand elle est sur moi, elle aime bien que je me frotte entre ses fesses. Et quand on fait l'amour, j'arrive à lui caresser l'anus ou même à le pénétrer avec un doigt. Elle dit rien. Mais quand on veut, entre guillemets, aller à sodomie pure et dure, c'est niette, quoi. C'est compliqué pour elle. Mais visiblement, votre sexualité reste tout à fait bien. Ah oui, enfin, ça fait 15 ans qu'on est mariés, j'ai la chance d'avoir une femme, je pense pas qu'elle m'ait une fois dit non. Le coup du j'ai mal à la tête, je connais pas. Bah oui, c'est bien. Donc d'accord, mais ça confirme bien ce que j'avais compris dans votre témoignage. Il est possible, alors d'abord, c'est possible qu'elle ait eu un peu mal et qu'elle n'a pas envie de faire quelque chose qui, a priori, ne lui apporte pas vraiment de plaisir et lui fait un peu mal. Mais il est possible du plaisir. Ça. Oui, mais alors je vais continuer parce que dans mon idée, ce qui est possible, c'est que le fait qu'elle soit devenue mère fait que cette pratique pour elle maintenant la trouve peut-être un peu dégradante ou quelque chose comme ça, qui serait même peut-être pas conscient d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'elle refuse pas le dialogue parce qu'elle est assez libre sexuellement assez libre de parler de sexualité avec vous. Elle refuse pas le dialogue, mais en même temps elle va pas jusqu'au bout du dialogue. On sent que vous pouvez pas réellement aborder le sujet de manière légère, quoi. Il me semble, Philippe Arlin, qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque au-delà de la simple sensation, au-delà de la simple douleur. Donc, il faudrait comprendre quelle représentation elle fait de la sodomie. C'est quoi, qu'est-ce qu'on est comme femme quand on pratique la sodomie? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je pense il faudrait percer cet abcès. Je vous dis, j'ai même acheté un plug vibrant. Donc celui qu'elle avait choisi, c'est vrai qu'il était quand on l'a reçu, j'ai dit oui, c'est pas forcément le plus petit. Donc moi j'en ai trouvé un plus petit vibrant, avec une télécommande. Quand je lui demande, quand je lui dis viens, on le met, etc., elle me dit pas non, vous voyez. Elle fait, mais après, et donc vous disiez peut-être par rapport aux enfants, mais en fait, comme on a un couple recomposé, elle avait déjà eu des enfants avant. Alors après, les pratiques qu'elle avait avec son ex-mari, je ne vais pas dire que ça m'intéressait pas, mais non, mais c'est pas, vous n'avez pas envie d'en parler, c'est tout à fait. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, quoi. Et voilà, et si vous voulez, de par moi, les aventures que j'ai pu avoir avant elle, je sais que c'est quelque chose que je pratiquais. Quand on s'est mis ensemble, on pratiquait. Mais voilà, j'arrive pas. Alors c'est vrai que quand on regarde des films porno, alors je veux pas dire que j'essaye d'orienter un peu, mais bien souvent dans les films porno, il y a des scènes comme ça. Et bien sûr. Voilà, elle dit pas non. Voilà, je sais que quand on regarde des films, ça l'excite aussi, mais je sais pas. Et moi, je vous dis, je veux pas dire que c'est quelque chose qui me frustre parce que j'en fais pas forcément un objectif, mais je lui dis voilà, je lui dis écoute, ça fait peut-être 16 ou 17 ans qu'on est ensemble. Je lui dis depuis que je suis avec toi, j'ai jamais été voir ailleurs, alors qu'avant c'était autre chose. Puis si vous voulez, comme je lui dis, alors crûment, vulgairement, mais elle le sait, je lui dis c'est pas le plus du monde que je veux, c'est le tien. Donc voilà. Oui, mais je pense, enfin, comme ça, intuitivement, je pense qu'il y a une raison autre que sexuelle qui fait qu'elle dit non. Mais ça, il y a qu'elle qui peut y répondre. Si c'est elle qui était en ligne, on pourrait peut-être arriver à comprendre ce qui bloque. Je donne son numéro, vous l'appelez ? Oui, si vous voulez, Fabrice. Si vous envoyé un message tout à l'heure, je lui dis écoute, Sud Radio, c'est pour toi. Mais peut-être qu'elle ne sait pas non plus. Mais on en a quand même. Elle me dit que ça lui fait mal. À quel moment ? À la pénétration. Bah, si c'est ça, vous pouvez essayer Ça peut se résoudre parce que c'est pas censé faire mal. Il y a vraiment. Alors elle me dit, j'ai des muscles sensibles ici. Donc je vous dis, on a trouvé un gel vraiment qui est top. Voilà, donc voilà, quand on commence, voilà, j'y vais doucement avec le doigt. Enfin, oui, voilà, j'essaye de la, enfin, voilà, d'y aller doucement, de la caresser. Mais non, mais j'ai compris, Fabrice, c'est votre pénis qui a dû grossir. Non. Non, mais Fabrice, il y a vraiment une manière de préparer, et là où je rejoins Brigitte, c'est qu'il doit y avoir autre chose derrière. C'est que même si vous vous y preniez très bien
et qu'en elle, il y a quelque chose qui bloque, elle donne l'ordre à son corps de se contracter. Donc cette contraction va être génératrice de douleur. Oui, le c'est ce fait que je dis. Je dis, détends-toi. qu'elle ne se laisse pas aller. Ouais. Sauf qu'avant, ça fonctionnait bien, quoi. Oui, mais peut-être qu'au début, au début, elle était très amoureuse, très excitée, et elle voulait rien vous refuser. Je lui dis, tu m'aimes plus. Mais c'est pas qu'elle vous aime plus, c'est que maintenant elle sait que vous êtes acquis à sa cause et qu'elle a plus besoin de faire quelque chose contre son opinion personnelle ou sa façon de se considérer comme femme sensuelle et sexuelle. Donc elle ne le fait plus, vous voyez. Elle a pas besoin. Elle a pas besoin de le faire puisque de toute façon elle sait bien que vous lui êtes totalement acquis et on l'entend bien. Ça, je lui dis, au moins, tu as la chance d'être certaine que ton mari ne te trompe pas, ça, c'est clair. Mais oui, Fabrice, mais il faut bien comprendre que beaucoup de femmes vont accepter des fantaisies sexuelles à certains moments au début de la rencontre. Et une fois qu'elles savent que, ça y est, on vous a passé la corde au cou, on va devenir plus, je vais pas dire prude, parce que c'est pas du tout le terme, la vôtre est loin d'être prude. Mais vous voyez, on devient plus sage. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe, hein? Ah oui, c'est comme s'il y a quelque chose qui se referme. Voilà, cette sagesse, c'est un peu un repli. Voilà, il y a des choses qui deviennent plus possibles. Mais encore une fois, ça serait bien de parler avec elle, parce qu'il y a peut-être eu une peur aussi que ça devienne trop régulier, trop habituel et à quoi elle dit non quand elle dit non à la sodomie. Ça serait intéressant qu'elle arrive à le dire et à voir ce qu'il y a derrière, ça fait mal. Ouais. Je lui dis, c'est sûr qu'on va pas le faire à chaque rapport. Je dis voilà, 1 à 2 fois par mois, ça c'est pas. Mais de toute façon, Fabrice, compte tenu de ce qu'on suppose être le blocage, plus vous allez en parler de manière naturelle, moins ça marchera. Là, je crois qu'il faut vraiment essayer de la questionner sur ce que représente pour elle une femme qui se fait sodomiser ou ce que représente pour elle aujourd'hui la sodomie, vous voyez. Ouais. C'est plus dans ce genre de communication que vous allez obtenir une réponse, parce que plus vous allez la rassurer sur quelque chose qui de toute façon c'est niette, ça ne servira pas à grand chose. Hein. C'est pas gagné mon histoire. Non, c'est pas gagné, je vous le confirme. Merci, me rassure. Mais en tout cas, et pourquoi pas aller consulter une fois comme ça avec un bon sexothérapeute et peut-être que que le sexothérapeute posera les bonnes questions et pourra vous éclairer. Ouais, c'est une séance, hein, c'est pas. Il faut lui permettre d'exprimer, voilà, tout simplement. Voilà, mais en fait, c'est ce que je dis. Avec toi, j'ai la chance enfin voilà, je suis un homme heureux, comblé, mais il manque ce petit truc, quoi. Et surtout, comme je dis, avant, ça posait pas de problème. Mais oui, mais avant, c'était avant. Vous savez, Oui, c'est ça. Avant, ça veut rien dire en sexualité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Là, il y a eu des témoignages d'auditrices qui disaient que leur première expérience avait été catastrophique, qu'elles avaient littéralement fait une croix dessus, et c'est des années et des années après, dans un autre contexte, une autre histoire, qui s'est passé autre chose. Donc il y a voilà, vous c'est le truc inversé, mais c'est important de comprendre pourquoi ça s'inverse. Il faut savoir, et ça je crois que c'est valable pour toutes les pratiques et pour toutes les femmes ont une sexualité qui varie beaucoup plus que celle des hommes. Un homme c'est plus linéaire dans sa sexualité. Une femme ça peut varier en fonction de son évolution, du nombre d'enfants qu'elle a eu, de l'image qu'elle a d'elle, etc. Donc je précise d'ailleurs, Fabrice, que Philippe Arlin fait des consultations par téléphone. Donc prenez du temps avec votre femme et faites une consultation avec Philippe, une consultation privée, et il posera les bonnes questions à votre femme. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Jean-Philippe dans un instant. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Arlin. Nous allons conclure avec Jean-Philippe sur cette pratique. Je crois qu'on en a dit beaucoup, mais il y aurait encore beaucoup à dire. La sodomie. Bonjour Jean-Philippe. Eh bien, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Jean-Philippe.
Brigitte, je suis très heureux de vous parler. C'est un cavalier, père de famille, d'une famille de cavaliers qui vous téléphone, des Pays de la Loire. Et un sujet que vous n'avez pas évoqué, vous avez parlé tout à l'heure d'homosexualité, rapport à la sodomie, etc. Je crois savoir que les Templiers étaient des grands adeptes de la chose, puisque ils vivaient beaucoup entre eux, et sur des périodes longues, et qu'en fait c'était un moyen d'épancher leur sexualité comme un autre finalement. Et je crois pas que ça faisait d'eux des homosexuels patentés. Non, non, bien sûr, mais bien sûr que dans les endroits où les hommes sont entre eux, c'est une façon pourquoi pas, de se faire du bien, bien sûr. Mais ça reste dans l'esprit de certains encore quelque chose voilà. Mais la Grèce antique aussi, c'était une pratique très très répandue. Voilà. Et en ce qui concerne mon expérience, j'ai eu quelques amis dans mon passé. J'en ai une qui, sans en avoir vraiment parlé, je pouvais penser qu'elle en avait envie comme moi, mais sans que ça soit un fantasme absolu. Mais bon, et le jour où on l'a fait, c'était peut-être un peu manque d'expérience, un peu vite, un peu fort, etc. Et à l'époque, je me souviens avec un petit sourire quand même qu'elle m'avait dit que pendant une semaine, elle avait eu un peu de mal à s'asseoir. Donc voilà, il faut bien sûr faire très attention. Et une autre de mes amies qui, elle, par contre, si je l'avais écoutée, on faisait que ça, quoi. Donc ça dépend bien sûr aussi de chacun. Et maintenant, sur un passé plus proche, moi j'ai la soixantaine. Moi et mon épouse, on s'est mariés tard, autour de la quarantaine, enfants, etc. Elle a un petit peu plus sur les épaules le poids de son éducation, etc. Bon, moi je suis un ancien Parisien un peu plus libéré. Et en fait, depuis quelques 2-3 ans, je me suis rendu compte, en fait, quand on faisait l'amour, que c'était une zone qui pouvait lui faire, sans qu'on en parle, sans qu'elle dise rien, mais alors moi, je pensais que c'était plus flagrant que ça pour elle. Elle, j'ai l'impression que c'est à l'insu de son plein gré, quoi. Et pour l'instant, on n'a pas pratiqué la sodomie, des caresses. Alors là, elle reconnaît quand même maintenant, quand on en parle, que les caresses, elle est d'accord. Enfin, elle est d'accord, elle l'apprécie. Je suis pas sûr que, par contre, dans son esprit, elle soit prête pour l'instant à aller plus loin, mais c'est quelque chose qui va se faire, si ça doit se faire, petit à petit, au fur et à mesure qu'elle va découvrir que c'est vraiment une zone qu'elle va accepter de découvrir, que ce soit une zone érogène, quoi. Oui, mais c'est une bonne façon de faire. Hein. C'est une bonne façon de procéder, de commencer par des caresses, et puis de stimuler cette zone pour qu'elle comprenne que c'est une zone qui peut être tout à fait agréable et qui voire même peut augmenter l'excitation. Maintenant, c'est à vous de voir aussi si par exemple, quand vous mettez un doigt, elle a plutôt tendance à s'enfoncer dessus ou au contraire, vous voyez, c'est à l'écoute de son corps aussi que vous allez avoir des renseignements. C'est très paradoxal parce que j'ai mis à plusieurs reprises un doigt, mais au moment où l'excitation commençait à être vraiment importante, et elle disait rien et elle s'en plaignait pas, et c'est presque après qu'elle me dit oui, mais ça m'a pas plu. Mais son corps me dit le contraire. Alors bon, je peux aussi me tromper parce que peut-être que moi mon fantasme, qui est pas un fantasme absolu d'ailleurs. Elle peut se tromper, c'est elle qui peut se tromper. C'est-à-dire que son corps peut en effet aimer et elle peut ne pas aimer, n'est-ce pas, Philippe? Voilà. Oui, c'est difficile à interpréter parce que le message qu'envoie son corps pouvait effectivement être lié à une excitation reçue d'ailleurs et qu'elle se soit laissée faire sans y prendre plus de plaisir, ou qu'elle y ait pris du plaisir sans être capable de se l'avouer. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on voit que là, avant même de parler de sodomie, la simple sollicitation, le fait de venir caresser l'anus, puis éventuellement d'y mettre un doigt, c'est, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, c'est aussi ça l'érotisme, c'est comment donner envie, en sollicitant une zone, d'aller plus loin. Pour moi, c'est aussi une fonction érotique, c'est voilà, une mise en appétit. Et faut aussi se rappeler que cette zone-là, il n'y a pas que la sodomie. Déjà, le simple fait de venir caresser, lécher l'anus peut être d'une très très grande jouissance, et ça peut effectivement aider, ça c'est certain, à l'ouverture et permettre que derrière il y ait une sodomie plus facile.
Mais ça c'est vraiment peut-être un questionnement aussi que je vous propose d'avoir avec elle sur le rapport à son corps et son rapport à l'anus. Vous savez, la zone anale, elle est très liée à notre stade anal justement. Et on sait qu'il y a des personnes qui vont parler très librement de leur envie d'aller déféquer, alors que d'autres, c'est quelque chose de totalement tabou. Jamais elles diront à quel moment de la journée elles vont aller aux toilettes. Vous voyez. Donc il y a cette partie là aussi qui est importante à comprendre quand on est dans une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle y met à cet endroit-là de son corps? Si c'est libéré comme le reste, ça sera toujours plus facile que si, vous voyez. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut que vous puissiez. C'est ce qu'on aurait pu dire à Fabrice aussi d'ailleurs. Donc, vous voyez, je pense que pour l'instant. Amusez-vous. Et puis, vous savez, Jean-Philippe, ce qui est sympa aussi dans la sexualité, c'est le fantasme qu'on peut avoir et qu'on essaye comme ça d'approcher. Et puis, finalement, ça fait partie aussi du jeu sexuel et de l'excitation. Hein. Voilà. Eh bien, je crois qu'on va peut-être donner un petit mot pour conclure. Philippe Arlin, il n'y a pas de mal à se faire du bien, à condition que ce soit réciproque. Oui, et puis je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de revisiter nos idées reçues sur cette zone de notre anatomie. Mais c'est déjà se réconcilier avec cette partie-là de nous-mêmes, comme vous venez de le dire. Et puis, voilà, découvrir ce que c'est simplement en caressant, en acceptant. Voilà, c'est pas tout de suite mettre quelque chose dedans, pas forcément, mais déjà y prendre du plaisir, se l'approprier. Et après, tout est possible. Et comme les témoignages l'ont montré, sous plein de formes, c'est possible. Voilà. Et rappelons-nous, si on peut, parce qu'on était très très petits, très très bébés, quand on a fait caca dans le pot, comme c'était très très agréable et comme c'était très agréable de le donner ou de ne pas le donner à maman. Voilà, c'est tout ça aussi, cette zone-là, voilà, et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup Philippe Arlin. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et qu'on peut évidemment vous consulter par téléphone, mais ça je l'ai déjà dit. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Nous serons avec Samuel Doc demain.